Le Café du Monde Nouveau, le podcast du foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Des fois, donc c'est un repas français, un repas italien, un repas maghrébin, un repas malien, sénégalais. Donc là, il y a 2 étages pour les familles urgences. Il y a même le rez-de-chaussée avec des chambres PMR. Et je vais pouvoir vous montrer une chambre parce qu'il y en a une qui est vide. Le réconfort d'un animal, surtout le chien, parce que c'est le seul chien que je connais le mieux, mais je les vis pareillement dans notre domaine avec des chevaux et d'autres animaux, ça change la vie. Casser la solitude. On va faire nos 10 ans de mariage d'essai, quoi. C'est un honneur pour eux et c'est un honneur pour nous, quoi. Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Le Café du Monde Nouveau. Pour ce nouvel épisode du Café du Monde Nouveau, nous nous sommes rendus à la maison de Rodolphe. Alors la maison de Rodolphe, tout à la fois centre d'hébergement et de réinsertion sociale, on dit CHRS dans le métier, et accueil de jour, lieu d'accueil inconditionnel et convivial pour une mise à l'abri en journée. Alors c'est un lieu qui propose différents services. On aura l'occasion bien sûr de les découvrir dans ce podcast. Le dispositif comprend aussi un hébergement d'insertion dans des appartements diffus, donc en dehors en fait de la maison de Rodolphe, et là ça s'adresse à des jeunes de 18 à 28 ans. Bonjour Brigitte. Bonjour. Un mot de présentation d'abord pour cette maison de Rodolphe, une adresse dans le 8e. Hein. Oui. Ça se situe 105 rue Villon et c'est tout près du lycée Lumière, près du boulevard des États-Unis. Alors, on retrouve différentes choses dans cette maison de Rodolphe. Il y a un réfectoire, il y a un point santé, il y a un accès à l'hygiène, bien entendu. Les passagers peuvent se restaurer également à midi. Ils ont un vestiaire, une buanderie et bien sûr différentes animations que nous aurons l'occasion de découvrir au fil de ce podcast. Alors, il y a une petite particularité, Brigitte, concernant cette maison de Rodolphe. Quelle est cette particularité? Oui, c'est une particularité tout à fait étonnante et c'est pour ça qu'on insiste un petit peu là-dessus, parce qu'elle peut accueillir des passagers qui sont accompagnés de leur animal, en particulier de leur chien. Et c'est bien ce que je vous disais, c'est pour ça que c'est suffisamment rare pour être signalé. La maison de Rodolphe, il faudra rappeler d'abord que Rodolphe, c'est Rodolphe Mérieux, c'est le fils de l'industriel Alain Mérieux, décédé accidentellement, et c'est vraiment la famille Mérieux qui a eu l'idée au départ de créer cette maison pour venir en aide aux sans-abri avec chien et pour qu'ils n'aient plus à choisir finalement entre le toit ou l'animal. Hein. Alors on a d'ailleurs croisé Alain Mérieux à la maison de Rodolphe et nous l'écouterons dans ce podcast. Par contre, celui qui nous sert de guide aujourd'hui dans cet épisode, c'est Laurent Guizot, c'est le responsable du site à la maison de Rodolphe. Alors Brigitte, je te propose de retrouver Laurent qui nous attend. Le Café du Monde Nouveau. On est où exactement ici, Laurent? Nous nous trouvons ici à l'accueil du dispositif accueil de jour, accueil social, où on prend le temps pendant la semaine d'accueillir les personnes pour de l'accompagnement administratif et social dans leur démarche, domiciliation pour des personnes qui n'auraient pas de logement, domiciliation administrative, également du suivi revenu de solidarité, RSA, et également de l'accompagnement social à travers des permanences. On a la chance d'avoir 2 travailleuses sociales, Candice et Anne, qui accompagnent et accueillent les personnes sur le dispositif dans ces démarches. Quel public est accueilli ici? On a essentiellement un public donc adulte de plus de 25 ans, hommes, femmes. Nous sommes ici, c'est important de le signaler, dans un accueil inconditionnel. Nous accueillons tout le monde, indistinctement, et les personnes qui viennent ici sont des personnes en situation de fragilité sur des questions administratives, d'accompagnement social, d'emploi, et malheureusement, pour la plupart d'entre elles, de logement. Ils sont orientés comment? Alors, on a différentes modalités. Une des principales est le bouche à oreille, et on peut s'en réjouir que l'accueil du jour à la maison de Rodolphe a un bon écho. Je serais tenté de dire malheureusement, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans des situations où ils sont dans le besoin sur ces questions-là, mais on peut aussi s'en féliciter parce que ça veut dire qu'il y a un travail d'accompagnement et d'accueil de qualité au sein de la maison de Rodolphe dans ce qui est proposé au niveau de l'aide sociale, mais également des services de restauration, des services de bagagerie, des services de lieux pour pouvoir se laver, douche, hygiène, des éléments importants pour la dignité des personnes qui n'ont malheureusement pas la chance d'avoir ces ressources-là dans leur quotidien. Ce qui veut dire que les gens poussent la porte ici, ils viennent par hasard, ou avec
ce fameux bouche à oreille. Ils peuvent également venir à l'accueil de jour à travers des orientations, mais des orientations qui ne sont pas administratives. Une assistante sociale qui va dire tiens, tu pourras trouver ou vous pourrez trouver ce type d'aide, ce type de ressources. Ça pourrait être également une mairie, ça peut être également une association locale qui a connaissance de l'existence de notre lieu pour dire voilà, vous n'avez pas de logement, tu dors dans ta voiture, malheureusement vous dormez dans un parc, vous êtes dans une situation de fragilité, ou même parfois des passants du quartier qui peuvent dire aux gens, il y a un lieu ressource qui s'appelle l'accueil de jour, un lieu de répit à la journée, un lieu de service, on le verra tout à l'heure, mais aussi un lieu d'aide sociale à travers l'accompagnement des deux travailleuses sociales qui sont sur l'accueil de jour. On peut nous décrire les lieux là, parce qu'on est en radio, on voit pas, on n'a pas l'image. Alors bien sûr, alors on est ici dans un espace d'accueil qui est un peu en travaux, il y a des nouveautés qui ont été faites. Alors on a un espace d'accueil en effet important qui est celui de Florence, celui où elle renseigne au téléphone, où elle renseigne les personnes qui viennent sur de la prise de rendez-vous, sur des renseignements essentiels que ne pourraient pas donner les travailleuses sociales parce qu'elles sont en rendez-vous. Donc voilà, c'est le premier accueil, c'est la porte d'entrée. Elle permet aussi aux gens de comprendre ce à quoi ils ont accès ensuite s'ils vont dans la salle de vie, de restauration, à savoir comment faire pour avoir un ticket repas, comment faire pour avoir un ticket déjeuner, comment faire pour avoir un ticket pour se doucher, etc. Du renseignement et de l'accompagnement pour les personnes sur le fonctionnement. On a également donc les deux bureaux des travailleuses sociales, Anne et Candice. On a également un bureau derrière moi, celui de Benjamin, qui a le poste d'animateur, qui a la charge de faire vivre ce lieu avec des animations, avec des sorties, avec des activités culturelles, avec des séjours également proposés pour les personnes ici sur l'extérieur. Une dizaine de passagers sont partis à la mer avec Benjamin et Philippe, notre cuisinier, pour un séjour pour s'oxygéner et puis aussi avoir le droit à avoir un horizon comme tout à chacun en ce moment avec les congés et les vacances. Et ben voilà, on essaie de faire en sorte que les personnes qui viennent avec eux 2 jours puissent y avoir droit également à travers ce type de projet. Donc on a Benjamin qui a cette charge-là et également donc en cuisine Philippe qu'on verra tout à l'heure, Abdel, agent d'accueil qui a la charge également de faire vivre ce lieu au niveau de l'intendance de l'accueil de jour. Puis on a vu tout à l'heure Florence à l'accueil et puis moi-même ici en tant que responsable de service des 2 sites, accueil de jour et CHRS. Pour parler du lieu, on disait tout à l'heure que c'est un lieu d'accueil, en effet avec des particularités des travaux. Ici, les derniers en date, la séparation des espaces de bureaux des travailleuses sociales afin de permettre une acoustique meilleure et une confidentialité dans le suivi. Les bureaux étaient ici à côté de l'espace accueil, ce qui parfois pouvait laisser entendre ou perturber ce qui se passait à l'accueil ou inversement dans le bureau. Et la création d'une cabine de téléphonie qui permet aux personnes de pouvoir faire les démarches administratives avec un peu plus de confidentialité également, parce qu'avant cette cabine téléphonique donnait sur l'accueil, ce qui malheureusement laissait peu de confidentialité dans les démarches. Laurent, là on se trouve ici à l'extérieur, maintenant on est sorti de l'accueil, on se retrouve dans une espèce de jardin, c'est ça? C'est un jardin? Oui, tout à fait, un jardin floral, un jardin qui est un objet qui appartient aux passagers, c'est eux qui l'entretiennent, c'est eux qui le font vivre. On a la chance d'avoir des mains vertes à l'accueil de jour, on a 2-3 personnes qui ont ce talent et cette compétence, ils ont la main verte pour faire des boutures, faire repousser des arbres qui vont faner, etc. Il y a des magiciens à l'accueil de jour qui ont ce talent de refaire vivre toutes les plantes ici, ce qui fait qu'on a ce beau jardin et qui est le jardin des passagers de l'accueil de jour. C'est un projet qui leur appartient, alors on essaie de les accompagner, de leur donner les quelques outils qui leur permettent de bien jardiner. D'ailleurs, très prochainement, on va installer un cabanon de stockage du matériel et un peu plus de matériel pour entretenir ces espaces qui sont en tout cas des espaces qui participent à l'accueil et à la beauté du site, et on leur doit. Et depuis ici, on voit l'ensemble des bâtiments, quasiment, avec cet accueil de jour, et puis d'autres bâtiments. Est-ce que vous pouvez nous les décrire? Tout à fait. Alors, on est à proximité du centre d'hébergement de réinsertion sociale, la Maison de Rodolphe, qui est le 2e service qui se trouve sur site. Pour rappel, ici, on est donc dans un site qui est géré par le foyer Notre-Dame des Sans-Abris, mais dont le bâti est à l'initiative de monsieur Alain Mérieux, qui souhaitait absolument qu'il y ait des dispositifs d'accueil, et c'est le premier bâtiment que l'on voit ici. Le bâtiment qui a permis d'accueillir au déparrage, il y a une dizaine d'années, des personnes avec chiens. C'était vraiment un souhait de monsieur Mérieux que de pouvoir permettre à des personnes qui sont à la rue avec leurs animaux d'accéder à des logements pour pouvoir ensuite construire avec les travailleurs sociaux un projet de réinsertion sociale et de capter d'autres formes de logement. Parallèlement à ça, donc 2 autres bâtiments, puisque du coup avec le temps
le site s'est étoffé de nouveaux dispositifs et nous avons donc 2 types d'accueil. Un accueil de familles en situation que l'on qualifie urgence, donc des gens qui sont en attente de réponse pour leurs droits. Et ici, au-dessus de l'accueil de la partie accueil de jour, nous avons des appartements pour des familles que l'on qualifie d'insertion, des gens qui pour le coup sont éligibles aux droits et pour le coup donc on peut tout à fait les accompagner sur des dispositifs d'insertion, de travail et ensuite de logements sociaux qu'on essaie de capter dans le cadre de leur accompagnement. On parlait justement d'Alain Mérieux et de son implication. Je vous propose de l'écouter puisqu'on l'a rencontré juste avant cet enregistrement et on vous retrouve juste après. Tout à fait, merci. Le Café du Monde Nouveau, le podcast du foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Le projet démarrait il y a une quinzaine d'années lorsque, d'abord j'ai eu le drame de perdre un fils, comme il avait lui-même une très grande générosité vis-à-vis des autres. Sa coopération en Haïti, je voulais honorer sa mémoire sur Lyon et de l'autre côté j'avais travaillé donc un peu au foyer, comme ami du foyer, j'avais présidé un moment et je me suis dit on va faire quelque chose mais on va essayer d'innover un peu et en particulier l'expérience que j'ai, de ma longue expérience de la vie, c'est le rôle fondamental de l'animal dans la vie d'un homme, aussi bien dans la vie d'un homme privilégié et encore bien plus fort pour la personne qui est en détresse sociale et qui est seule. Et le réconfort d'un animal, surtout le chien, parce que c'est le seul chien que je le connais le mieux, mais je les vis pareillement dans notre domaine avec des chevaux et d'autres animaux, ça change la vie, casser la solitude. Par contre, il a fallu se battre beaucoup parce qu'à l'époque, le foyer était beaucoup plus conservateur. Faire rentrer des chiens avec des... Non, c'était pratiquement impensable. Donc il a fallu beaucoup se battre pour amener ce concept, montrer que finalement les passagers qui étaient les plus agréables, ceux qui avaient des chiens. Et aujourd'hui, je crois qu'on a démontré au point de vue sociétal et au point de vue social le rôle fondamental d'équilibre entre, pour aussi bien les enfants que les personnes âgées, d'avoir un animal près de soi. Voilà l'idée. Et puis on a voulu également révolutionner un peu l'architecture en mettant du bois. À l'époque, c'était pas très courant. Il y a 15 ans, on a voulu faire du bois. Et je pense que les gens qui viennent ici, là ou ailleurs, ils doivent vivre comme nous. C'est-à-dire, avec s'ils ont un animal, ils l'amènent. Pourquoi on refuserait à des gars qui sont en détresse ce qui nous fait plaisir à nous quand on rentre chez nous? J'ai pas perdu mon chien, j'ai pas perdu mon chat, j'ai pas perdu mon chien, ni même mon chat, ni quoi que ce soit. J'ai pas perdu mon chien, j'ai pas perdu mon chat, j'ai pas perdu mon chien, ni même mon chat, ni quoi que ce soit. Hey, mon vieux, ne me reproche pas ça à moi. Est-ce que ce centre, il a changé depuis sa création ? L'ADN initial de ce lieu, c'est l'accueil des personnes avec chiens, des hommes avec chiens précisément. Et puis, il s'est étoffé au cours des années avec des dispositifs d'accueil de famille insertion et urgence, et puis la création de cet accueil de jour, et d'un accueil de jour qui accompagne les personnes, on l'a vu tout à l'heure, sur un point de vue administratif et social, mais aussi au quotidien, un lieu de répit, un lieu de repos, un lieu de restauration, restauration au sens propre, sens figuré, pour que les gens puissent, dans la journée ou dans leur semaine, avoir un appui, pour aussi avoir droit à de l'hygiène quotidienne élémentaire à travers on le verra tout à l'heure grâce à Abdel, un service de laverie, un service de douche et puis une bagagerie pour que les personnes puissent stocker leurs affaires. Donc on se trouve ici dans cet espace-là qui est l'espace multiservice et l'espace de restauration où les gens peuvent venir prendre leur déjeuner le matin et leur repas le midi et aussi se poser, se reposer, discuter, échanger, avoir un lieu d'échange et un lieu d'interaction, ce qui est aussi important dans une journée pour les personnes qui sont seules à la rue. Et le maître des lieux, c'est Abdel ? Tout à fait, Abdel, que je vais vous présenter. Bonjour Abdel. Bonjour, donc moi c'est Abdel, donc je suis maître de maison. Ça fait 4 ans que je suis à la maison Rodolphe. Donc je m'occupe de l'accueil du jour. Donc c'est de l'accueil du jour qui comprend les personnes qui viennent de l'extérieur, donc les douches, les vestiaires, la buanderie pour faire des machines. Et puis il y a le petit déjeuner, le repas, et puis la convivialité, la télé, il y a des jeux, le café. C'est ouvert toute la journée? Non, c'est ouvert de 7h15 à 15h. On est fermé le samedi dimanche. Et le soir, vous ne ferez pas le repas du soir? Non. D'accord. Non, c'est juste l'accueil du jour. Qu'est-ce qui viennent chercher les gens ici? Ils cherchent un peu le repos pour se laver, les douches pour se reposer, la bagagerie où ils peuvent mettre un peu leur bagage à l'abri, laver leur linge, le petit déjeuner qu'ils doivent payer normalement 20 centimes. S'ils n'en ont pas, on ferme les yeux. Le repas,
le café gratuit toute la journée, des jeux et à la télé. On offre aussi, donc on organise un repas à thème une fois par mois. Et chacun ramène son idée. Des fois, donc, c'est un repas français, un repas italien, un repas maghrébin, un repas malien, sénégalais. Et voilà, on trouve des idées. On a un animateur donc, qui fait beaucoup de sorties. Donc, ils vont à la piscine, ils vont à la montagne, dernièrement, donc, ils ont fait un séjour à Béziers. Parce que là, ils vont dans une antenne du foyer Notre-Dame des Sans-Abri Non, c'est non l'animateur qui s'en occupe, donc il a préparé ça à l'avance. C'est une auberge, sous forme d'auberge, qui paye à petit prix. Donc ils ont tout prévu, la nourriture, ils ont passé 4 jours magnifiques. Et est-ce que vous sentez qu'ici, les gens communiquent entre eux ou que chacun reste un petit peu dans son coin? Ils essaient de rester, mais nous, on essaie de les faire un peu. On invente un petit peu, on innove. Allez, on va faire une partie de cartes, on va faire ça, le Scrabble. Et ça marche. Donc c'est très satisfaisant pour vous aussi. Oui, ouais. On a un jeu de pétanque qu'on organise tous les vendredis. On a une table de ping-pong. Avant, on a créé une petite équipe de foot qu'on fait un petit championnat. C'est toujours ça. Ce qui veut dire que l'ambiance ici, elle est plutôt bon enfant. Très bon enfant. 6. Ça vous l'accrochez à votre valise. Et là, ça y est, c'est bon pour vous. Je vous donne votre clé. Et je vous en prie, attendez, j'ai pas fini. La clé, il faut prendre très soin parce que si vous la perdez... On en garde une en sécurité si vous la perdez pour pas que vous puissiez être en difficulté pour récupérer vos effets personnels. Félicitations. Merci. Voilà, aujourd'hui c'est le démarrage de la bagagerie. On avait fait des travaux, on a commandé des casiers, c'est tout neuf. Et maintenant c'est tant mieux pour tout le monde. Et ça c'est important pour eux d'avoir une bagagerie. C'est une opportunité pour garder les bagages tranquillement. Auparavant, Abdel était régulièrement sollicité pour l'accès aux bagages. Et là, les passagers ont la possibilité d'être autonomes dans la gestion de leurs effets personnels. Donc au-delà du fait qu'en effet Abdel va pouvoir être disponible pour pouvoir au contraire passer du temps avec les passagers et donc d'être moins sollicité sur ces questions-là, mais c'est surtout aussi la possibilité qui est donnée aux passagers d'être autonomes, responsables de leurs effets personnels et d'avoir des lieux en libre accès quand ils sont à l'accueil du jour pour aller dans un endroit où leurs biens sont stockés en sécurité. Il y a cette volonté toujours d'améliorer le service ? Tout à fait, puisque c'est assez récent cette bagagerie. Puis comme vous le voyez là à côté de cette bagagerie, il y a une petite affiche qui indique clé Wi-Fi. Donc c'est aussi la nouveauté de ce début d'année 2022, enfin début d'année de cet été 2022, puisqu'on a la chance d'avoir du Wi-Fi. Enfin les passagers ont la chance d'avoir du Wi-Fi, ce qui permet aussi de réduire quand même grandement la fracture numérique et puis l'inégalité liée aux abonnements et à leurs coûts, et d'avoir aussi des personnes qui ont des téléphones qui n'ont pas nécessairement des gros forfaits avec du gigaoctet, et donc d'avoir ici une possibilité de se connecter pour des démarches, mais aussi pour du loisir, aussi pour pouvoir écouter de la musique, regarder une vidéo. Voilà, c'est pas nécessairement que pour des démarches administratives, c'est aussi pour, comme tout à chacun, aussi utiliser son smartphone pour de la détente et se reposer, se détendre, voilà, comme nous faisons tous. Écouter un podcast par exemple. Et écouter un podcast, en effet, pourquoi pas, très très bonne liaison, en effet. Le Café du Monde Nouveau, le podcast du foyer Notre-Dame des Sans-Abri. Laurent, on est ici dans l'espace commun, la salle commune. On peut y rencontrer des passagers, mais on peut y rencontrer également des intervenants et pas que des travailleurs sociaux. Oui, alors ce qui fait aussi la richesse de ce lieu, c'est la chance que les passagers ont de rencontrer en effet des professionnels pour les aider, mais aussi des personnes d'associations qui viennent nous prêter main forte sur des projets particuliers, culturels ou artistiques, et puis aussi de manière hebdomadaire des bénévoles, ce qui est aussi l'ADN du foyer, avec un contingent de bénévoles très important sur tous les sites, et la Maison de Rodolphe a la chance d'avoir également beaucoup de bénévoles qui viennent nous aider dans l'accompagnement des personnes que l'on accueille, et c'est le cas en salle le lundi principalement grâce à Véronique qui est là aujourd'hui et dont je vous propose d'écouter le témoignage. Ah bah ça tombe bien Véronique, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, je m'appelle Véronique Carré, j'ai arrêté mon activité, voilà, je travaille plus, donc j'ai pris des postes en bénévolat, voilà. Vous êtes là une fois par semaine, si j'ai bien compris, c'est lundi. Alors, je viens de 7h30 à 14h.
à peu près, du petit déjeuner au repas, après le repas de midi, quoi. Et je me plais beaucoup ici. Qu'est-ce que vous apportez de plus par rapport aux travailleurs sociaux ? Ici, je trouve qu'on est très proche justement des passagers. On discute beaucoup, on se connaît, et puis, je sais pas, il y a une solidarité. Vous voyez, quand on approche du repas, ils n'hésitent pas, ils demandent les bombes, ils nettoient les tables, ils aident, ils se sentent vraiment bien puisqu'ils participent aux tâches. Et puis, on discute de tout, on crée des liens forts. Quand vous êtes bénévole ici, vous êtes toute seule ou vous faites équipe avec quelqu'un ? Enfin, je suis avec Philippe, le cuisinier. Il y a des jeunes étudiantes qui viennent. Ça crée des liens et c'est super sympa. Des fois, on joue au Scrabble quand on a un peu de temps. Vraiment, c'est vraiment très bien. Brigitte, je te propose d'aller à la rencontre de Pierre, qui est à la fois passager et qui s'investit beaucoup également dans le fonctionnement de la maison de Rodolphe. N'est-ce pas, Pierre ? C'est un accueil de gens qui nous reçoivent pour les gens à la rue, qui nous aident beaucoup. Et en plus, on va faire nos 10 ans de mariage ici. On a demandé au directeur, à M. Laurent, il m'a dit, il était d'accord. Et on va faire nos 10 ans de mariage ici, quoi. C'est un honneur pour eux et c'est un honneur pour nous, quoi. Nous, on connaît depuis 2014 la maison Rodolphe. On est en photo, là, en 2018, il y avait Paul. On est en photo là, on est très bien accueillis et ça se passe très très bien, quoi. Accueillis, puis vous avez un rôle ici à jouer pleinement. Tous les mercredis, on fait une réunion, on discute ensemble, quels sont le thème, quels sont faits, ou des sorties. Et nous, on vient ici, on participe beaucoup, quoi. Et ici, oui, à la maison de Rodolphe, quand vous êtes ici, vous faites quoi là ? Ici, on prend notre douche, on mange, il y a le repas le midi. Vous n'êtes pas que passager, vous êtes passager et intervenant aussi. Oui, on participe, quand il y a nos réunions, quand il y a des trucs qui ne vont pas, on en parle entre nous. On essaie d'avancer. Pour les 10 ans, la maison Rodolphe, ça s'est bien passé. Moi, j'ai participé, on a fait le barbecue, on était plusieurs, c'est très bien passé, quoi. Il y avait le fondateur, c'est qui finance Monsieur Barrieux, voilà, il y avait le préfet, il y avait... Voilà, c'est bien passé pour les 10 ans. Je sais qu'on a passé un moment, c'est normal, ils nous sont là pour nous aider. Nous, c'est normal qu'on participe aussi, quoi, c'est logique. C'est la seule accueil qui est ouvert tout l'été. Les autres associations, elles sont fermées. C'est ouvert de lundi au vendredi. On a connu le premier directeur, on a connu la première directrice, le premier c'est qui servait. Après on a connu Paul, après on a connu le deuxième directeur, on a connu les anciens éducateurs. On connaît tout le monde, quoi. Nous on est des anciens, quoi. Voilà, c'est normal qu'on participe, c'est normal qu'on les aide. Ça arrive des fois quand on les aide à servir derrière, quand on fait à manger, qu'on fait le thème, on est derrière, on fait à manger. En février, on a fait les crêpes. Après, on a fait le thème italien pour mon anniversaire. Après, on a fait la paella. Après, on a fait le thème américain. Et là, on va faire un thème, un buffet froid, tout ça. Non, c'est logique, quoi. Pour moi, c'est normal. Ça nous coupe la journée, quoi. Ça nous fait oublier le monde de la rue. Est-ce que vous diriez que c'est un peu votre deuxième famille ? Ah ouais, bien sûr. Heureusement qu'ils sont là. Nous, on essaie quand ça va pas, on en parle avec les éducateurs, on en parle avec Benjamin, on en parle avec Abdel, avec Philippe. On fait une réunion. Vous passez tous les jours ? On essaie de trouver un logement et tout ça, parce que ça fait quand même 13 ans qu'on est dehors. Des fois, on passe, jeudi, on va passer la journée complète. Vendredi, parce qu'on va faire le thème. Après, on fait nos 10 ans de mariage après. Moi, je connais pas d'autres associations qui font ça, quoi. Merci Pierre. Vous nous avez parlé de cet anniversaire de la maison de Rodolphe. C'était cet été. Alors avec Brigitte, nous étions également présents, ce qui nous a permis de rencontrer, une fois n'est pas coutume, les partenaires, les financeurs de cette maison de Rodolphe et aussi du foyer Notre-Dame des Sans-Abri en général. Nous avons croisé dans l'ordre le préfet Pascal Mayos, le vice-président de la métropole Renaud Père et l'adjointe au maire de Lyon, Sandrine Runel. C'est d'abord une maison. Et une maison, c'est important parce qu'une maison, c'est en général un lieu auquel on accède quand on a des revenus, quand on a réussi, quand on n'a pas de difficultés. On y accède ou on y reste. Et donner une maison à ceux qui n'ont pas cette chance, et tout de suite, c'est une façon de leur dire « vous comptez autant que les autres et on vous le montre ». C'est pas simplement une solution de dépannage, c'est pas simplement une aide temporaire, c'est un vrai cadre dans lequel, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, vous allez pouvoir être accompagné, vivre la fraternité. Et je pense que donc cette idée de maison est une belle notion. Et il faudrait qu'il y ait beaucoup de maisons Rodolphe
dans le pays. C'est plus qu'un partenaire, le foyer. C'est un des acteurs majeurs avec quelques autres de la politique de l'accueil, de l'hospitalité, de la lutte contre le sans-abrisme. C'est cet acteur majeur, ce cher foyer finalement qui nous permet d'agir à un niveau important mais qui n'est pas suffisant aujourd'hui parce que nous avons encore des hommes, des femmes, des familles qui sont à la rue aujourd'hui et on sait qu'on doit agir. L'avantage du foyer Notre-Dame des Sans-Abris, c'est qu'il y a un certain nombre de palettes de dispositifs et donc c'est l'insertion sociale, l'hébergement, l'accueil mais aussi l'insertion professionnelle avec du coup différents dispositifs, premières heures, perles qui sont pilotés par le foyer et puis à côté de ça en interne des chantiers, des structures d'insertion par l'activité économique qui permettent aux passagers, aux résidents des structures du foyer de pouvoir commencer à travailler et en tout cas reprendre confiance en soi, retrouver une estime de soi et pouvoir du coup investir le champ de l'emploi. On sait qu'on manque cruellement de structures comme celle-ci, on manque de place pour accueillir des hommes avec des chiens, on le voit bien aujourd'hui dans le cœur de la ville de Lyon avec un certain nombre de campements. Donc la structure elle doit continuer à évoluer mais pas s'agrandir ici. Par contre ce qu'on souhaite c'est pouvoir développer ce genre de dispositif dans ce même type de structure qui s'intègre parfaitement dans l'environnement, qui aujourd'hui répond à des normes écologiques qui n'étaient pas nécessaires il y a 10 ans, mais en tout cas ils avaient bien anticipé tout ça et qui permet du coup d'accueillir ces populations les plus marginalisées. Le Café du Monde Nouveau, le podcast du foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Un café s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Alors Philippe, on est où ici? On est dans la cuisine de la MDR. Je réchauffe le repas, je fais le petit déjeuner, puis je m'occupe un peu des gens aussi. C'est un moment important, le moment du déjeuner ou du petit déjeuner? Pour eux, oui. Il faut être à l'heure pile. Non, c'est important. Je crois que c'est un moment de convivialité aussi, avec eux, entre moi, enfin nous et eux. Et ouais, c'est important. Et les repas vous sont apportés, c'est ça? Oui. Vous les réchauffez? Oui. Je les réchauffe et quelquefois, je suis obligé de... Enfin, je sais pas si on peut appeler ça améliorer, mais je fais un peu de les sauces, tout ça. D'ailleurs, j'ai oublié de faire la sauce vinaigrette. Deux choses de très importantes concernant la cuisine avec Philippe. La première, c'est en effet l'attention qu'il porte aux passagers, parce qu'au-delà de sa compétence en cuisine, c'est aussi quelqu'un qui est présent au moment du service. Et voilà, il le fait avec une disponibilité et une manière de rencontrer le passager qui est importante, parce qu'ici, on attend plus que d'être servi à manger. Puis la deuxième, c'est très important, c'est l'exigence qu'on porte à faire en sorte que les repas soient copieux en quantité, mais aussi en qualité, à travers des sauces, à travers une manière de les présenter. Et c'est porté par Philippe, et je crois que les passagers, ils sont très sensibles. Vous savez combien de repas par jour, en moyenne? 35 moyenne. 35 avec des picots à 50. Voilà, oui, ça arrive. Ouais. Bonjour madame, pas de mâche. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va? Je vous mets un peu de sauce avec... oui, un petit peu, vous me dites. Non? Pas de sauce? Ah, vous en voulez pas? D'accord. Et du sucre avec le fromage blanc? 2? Ou 2? Allez, 3. C'est du poisson, hein? Attention aux arêtes, hein? Hop là. Alors Laurent, on continue notre visite. Là, on est dans un endroit un petit peu qui est une frontière, entre guillemets, entre deux parties. Entre les deux dispositifs, accueil de jour et CHRS. On disait tout à l'heure en aparté que les deux dispositifs étaient différents, mais il y avait quand même des ponts qui pouvaient exister, à savoir déjà pour les personnes qui fréquentent le CHRS la possibilité de venir ici se restaurer s'ils le souhaitent et d'accéder aux mêmes services que les personnes de l'accueil de jour, bien qu'ils aient eux des cuisines collectives ou un espace pour se reposer. Ils peuvent, de par la proximité de l'accueil de jour, venir prendre un café, venir discuter avec les passagers de l'accueil de jour. Voilà, c'est cette porte, c'est le passage, celui de passage où nous nous trouvons. C'est aussi un pont entre les deux dispositifs. Il y a également la volonté de mener des projets communs. On a essayé cette année de démarrer un projet théâtre qui a eu du mal à voir son aboutissement, mais en tout cas, on verra l'année prochaine pour tenter de nouveau cette expérience de moments de partage autour d'activités culturelles, d'activités où les personnes du dispositif CHRS peuvent aussi rencontrer les gens de l'accueil de jour. Et puis tout ça a aussi quand même pris une tournure
très festive lors des 10 ans de la maison de Rodolphe, puisque pendant ces 2 jours, les passagers de l'accueil de jour et les passagers du CHRS ont œuvré ensemble à la réalisation de ces 10 ans. Donc voilà, il y a en effet 2 dispositifs qui se côtoient, qui cohabitent. Voilà, on essaye de faire en sorte qu'il y ait des ponts entre ces 2 dispositifs et des occasions de se rencontrer. Alors le CHRS, on a bien compris que c'était l'hébergement. Qui est hébergé ici, pour combien de temps? Alors en effet, ici c'est la partie hébergement. On a devant nous 3 dispositifs des 4 qui composent le CHRS. Le premier dispositif, on l'a dit, historique, on est face à lui, c'est le bâtiment d'accueil des hommes avec chiens. 10 logements, 10 chambres avec possibilité pour des personnes de venir ici sur des contrats de séjour qui durent 6 mois, qui sont renouvelables, et on accompagne ces personnes vers d'autres dispositifs ensuite, mais en tout cas les contrats sont d'une durée de 6 mois. 10 chambres qui sont également avec des espaces collectifs pour de la restauration, on ira tout à l'heure, une cuisine pour les hommes avec chiens, et également pour les sanitaires, puisque du coup on est ici à vocation à faire en sorte que les prises en charge ne durent pas dans le temps. On est quand même dans une logique d'accueil et de transition pour un aller vers un monde ordinaire, et ce qu'on espère pour eux, des logements sociaux avec des bailleurs sociaux, des bailleurs privés, en tout cas c'est ce à quoi on aspire. Et donc l'idée c'est que ce soit une étape de transit. D'ailleurs, si je puis me permettre, la manière de nommer les personnes au sein du foyer, historiquement, monsieur Gabriel Rosset, puisque vous avez entendu depuis le début beaucoup parler de leur manière de les nommer comme étant des passagers. Je ne sais pas si vous avez fait attention, et c'est une idée qui était portée par le fondateur du foyer, à savoir que les gens ici ne sont que de passage et qu'on n'a pas vocation à faire en sorte que les prises en charge durent ou s'installent, d'où le nom de passagers. Donc ce qui est également valable pour les hommes avec chiens, pour le dispositif devant nous. Et donc à droite et à gauche, on l'a vu tout à l'heure, 2 autres dispositifs pour les familles insertion et famille urgence. La différence, elle est uniquement se situe beaucoup autour du statut et sur la capacité qu'ont les gens à avoir un statut qui leur permet et de travailler et donc du coup ensuite d'être forcément éligible à un domicile, et les 2 étant quand même fortement liés. On est bien plus en difficulté pour l'accompagnement des autres familles qui sont dans l'autre bâtiment, à savoir les familles urgences qui elles sont en attente de droit parfois depuis de longs mois et de longues années, ce qui du coup induit des accompagnements complexes dans l'urgence, dans du temporaire. Et quand l'urgence et le temporaire durent plus de 2, 3, 4, 5 ans, forcément ça induit aussi une manière d'occuper les espaces différemment, puisque ce n'est pas la vocation de ces lieux-là au départ. Et c'est le cas en ce moment, vous avez par exemple des longs séjours? Oui, sur le dispositif urgence, oui, malheureusement. On a des familles qui sont en attente de droit et donc pour l'instant qui sont encore dans notre dispositif en attente d'une situation qui pourrait évoluer favorablement et leur permettant et l'accès à d'autres formes de logement et surtout à l'insertion et à l'emploi. Je pourrais vivre dans la rue, être bourré de coups de pied, manger beaucoup moins que mon dû, dormir sur le pavé mouillé, en échange d'une caresse, de temps en temps d'un bout de pain. Je donne toute ma tendresse pour l'éternité ou plus loin. Prévenez-moi lorsque quelqu'un aimera un homme comme moi, comme j'ai aimé cet humain, que je pleure tout autant que toi. Un jour pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens. Un jour pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens. Laurent, on se trouve où ici? Alors tout à fait, on se trouve dans une pièce particulière qui est le local pour les hommes avec chiens, pour pour Colline, l'éducatrice spécialisée qui est également éducatrice canine. Et on est dans ce lieu de stockage des aliments, des ustensiles, également un lieu de consultation et un lieu de nettoyage des bêtes, puisqu'on a un coin là-bas, un espace qui permet un coin douche adapté à l'accueil des chiens dans cet espace. C'est le lieu où les personnes qui sont accueillies ici peuvent, et c'est pas obligatoire, c'est quelque chose qui est proposé, c'est pas une obligation, mais on y travaille en tout cas à faire en sorte qu'il y ait un soin particulier apporté à leurs animaux, car il faut savoir que les hommes avec chiens ont quand même pas systématiquement, mais quand même souvent la particularité d'accorder plus d'importance à leurs animaux qu'à eux-mêmes, et donc parfois les animaux passent avant eux, et donc on essaie de faire en sorte de vraiment les soutenir dans le soin et également dans l'alimentation pour que à travers cette aide-là, ils puissent aussi prendre un peu soin d'eux et pas systématiquement les animaux d'abord. Puis de faire en sorte que si l'animal est
bien, le passager est bien et la personne est bien. Et inversement, si la personne est bien dans sa peau, souvent l'animal a des effets positif, c'est plutôt vertueux comme approche. Donc on est dans cet espace. En effet, il y a des photos au mur, des photos des animaux, des photos des maîtres avec leurs animaux, également de Colline, l'éducatrice, avec des passagers. Des photos in situ, pas des photos... Tout à fait, des photos des animaux sur site, qui sont des animaux qui sont encore là pour certains et d'autres qui ne sont plus là. On peut s'en réjouir, ça veut dire que les personnes ont pu, le temps d'un séjour à la maison de Rodolphe, rebondir et aller ailleurs, dans d'autres lieux, d'autres parcours. Il y a du stockage en alimentation. Alors, l'alimentation, ça permet de parler des structures et des associations qui nous aident. On en a plusieurs. On a Gamelle Plaine, une association importante qui fait des permanences et qui nous aide dans la distribution du matériel pour les animaux, laisse, muselière et alimentation. Et puis également, on a de nombreux professionnels et de nombreux étudiants qui viennent nous aider. Ils sont divers et nombreux. On a des médecins ostéopathes qui font de l'ostéopathie pour les chiens. On est en lien avec eux. On a l'association Solivette qui intervient dans pas mal de structures du foyer et d'autres structures qui aident les personnes en fragilité ou sans abri. Bref, une association qui met à disposition des professionnels vétérinaires avec une vocation curative, une ambition de pouvoir soigner les animaux. Et puis enfin, le dernier partenaire important pour la maison de Rodolphe, c'est évidemment le dispositif de l'école vétérinaire de Marcy-l'Étoile, le dispositif vétérinaire des étudiants qui vient faire des permanences. Double intérêt. Le premier intérêt, c'est d'avoir une permanence régulière qui fait du préventif, fait du contact régulier avec les personnes avec chiens et leurs animaux. Et puis l'autre intérêt aussi, c'est de permettre de sensibiliser des étudiants de l'école vétérinaire au public, à ces animaux, à ces personnes, et donc d'avoir la possibilité de leur proposer à travers les permanences qu'ils occupent dans le cadre de leur formation une sensibilisation à la nécessité de s'occuper de ces animaux et de leurs propriétaires en tant que futurs professionnels du soin animal, qu'ils soient en tout cas portés sur cette attention-là, ce qui peut les conduire ensuite à faire comme Solivette, d'être dans une manière de s'engager dans leur métier de vétérinaire avec de l'engagement. Moi, je vais être un peu provocatrice là dans ma question, parce que vous parlez donc des soins que vous apportez aux chiens qui accompagnent les gens. Et comment est-ce que vous réglez le problème éventuellement médical qu'apportent les gens avec eux quand ils viennent, soit en jour, soit en plus long séjour? Alors en effet, vous faites bien de le remarquer, car souvent l'animal, c'est le moyen qui nous permet d'aborder la question du soin nécessaire, sur lequel parfois il est difficile d'aller, notamment pour des gens qui ont des parcours de rue, des parcours d'exclusion, des parcours de rupture. Le double effet, c'est que déjà la rue abîme. La rue fait que les gens sont souvent avec des besoins importants en soins du corps et de la tête. Et puis aussi le fait que ils sont dans une crainte, une difficulté, une méfiance à pouvoir aborder ces questions. Et donc en effet, l'animal est souvent un moyen de pouvoir aborder ces questions, et on a la chance de pouvoir s'appuyer alors déjà sur une bénévole de l'association Le Foyer, Marie-Colette, une personne importante qui était infirmière par le passé, qui aujourd'hui est retraitée, mais qui vient tous les mercredis assurer une permanence pour les personnes de l'accueil du jour et pour les personnes du CHRS. Elle n'a pas vocation à apporter nécessairement toutes les réponses, mais d'être un vrai appui pour les équipes et surtout pour les passagers, et ensuite d'être un relais vers le milieu ordinaire, parce que du coup nous n'avons pas d'équipe médicale, nous n'avons pas de médecin psychiatre, nous n'avons pas d'infirmière, nous n'avons pas de médecin. Par contre, on essaye par ce moyen-là, alors là pour les personnes avec chiens via les soins vétos, et ensuite grâce à l'appui de Marie-Colette, d'accompagner, de convaincre les personnes d'aller vers des formes de prise en charge adaptées à leurs besoins, que ce soit des soins liés à des blessures, à des traumatologies, mais aussi, et c'est une réalité, aux addictions que peuvent connaître les personnes qui fréquentent cet établissement quand ils ont connu un parcours de rue. Là, on a changé de lieu, on a fait quelques mètres, Laurent, et on est ici dans une infirmerie, c'est ça? L'espace infirmerie qui permet déjà la prise de traitement et le stockage de ces traitements pour celles et ceux qui en auraient besoin, avec le lien effectué par les équipes avec des équipes médicales extérieures, donc des infirmiers, des infirmières qui nous accompagnent dans ces traitements et dans ces suivis. Puis c'est aussi le lieu où Marie-Colette, dont on parlait tout à l'heure, peut faire ses permanences le mercredi matin. Et puis l'équipe a la chance aussi depuis maintenant 4-5 mois pour le foyer de bénéficier de l'aide d'un coordinateur santé pour tout ce qui est justement le lien, le maillage, pour trouver des réponses
à apporter aux personnes que l'on accompagne ici, qui concernent le soin. C'est vrai qu'on a été extrêmement mobilisés, notamment dans la période Covid, sur ces questions-là. Mais voilà, il y a aussi, en dehors de la période Covid, des besoins importants pour les personnes que l'on accueille ici et que le coordinateur santé peut, à travers ses compétences, son réseau et sa connaissance, aider grandement les équipes sur ces questions-là. Enfin, on a également des liens forts pour les équipes avec toutes les structures de soins classiques. Je pense évidemment à Interface qui nous aide pour tout ce qui est soins psy apportés aux personnes en situation de précarité ou de fragilité, qui du coup aide ces personnes, mais aussi les équipes à accompagner au mieux les personnes en fonction de leurs besoins. Il y a également le dispositif entourage qui vient nous aider pour toute cette vigilance et cette veille autour de ces situations de fragilité. Puis enfin, on essaie de créer des réseaux, des maillages, des manières d'inventer le soin aussi en fonction de nos connaissances. Et donc, on a la chance depuis peu d'avoir un médecin traitant dans le quartier qui accepte de recevoir les passagers de l'accueil du jour et du CHRS sans pour autant qu'il soit leur médecin traitant, mais pour des soins méritant une consultation en urgence, on a la possibilité d'avoir ce médecin traitant. Voilà. Donc, la santé, c'est un des 3 piliers, je dirais, de l'action. Tout à fait. Sur les trois piliers qui constituent ce qui peut être le socle, les fondations d'un nouveau départ pour les personnes qui ont besoin de passer par nos lieux de vie, la maison de Rodolphe ou d'autres d'ailleurs. Là, en effet, la question de la santé, la question évidemment de l'insertion professionnelle, et puis la plus importante, notamment en période hivernale, la question du logement, mais également en période estivale, puisqu'on se rend compte aussi qu'avec les problématiques de réchauffement climatique, on a probablement là, on est à l'aune de nouvelles problématiques sur la question du logement en période estivale, et que peut-être aussi qu'il va falloir qu'on se mette à la page sur aussi cette période hivernale est historiquement une période qui nous est sensible depuis le fameux hiver 54, mais peut-être que l'an 2000 et l'an 2022, on a peut-être aussi des problématiques estivales auxquelles il va falloir réfléchir pour les personnes que l'on accueille. Voilà Laurent, on va se quitter là-dessus et on va aller cette fois-ci sur l'autre partie de la maison de Rodolphe, c'est le CHRS. Tout à fait, donc après avoir découvert l'accueil du jour et ses multiples manières de pouvoir le fréquenter et capter des choses à vivre ou de l'aide ici, il y a également ce dispositif du CHRS et on a la chance d'avoir aujourd'hui parmi nous Capucine qui va pouvoir nous accompagner. Elle travaille ici en qualité de travailleuse sociale, éducatrice spécialisée plus précisément, et donc qui a la charge d'accompagner les personnes du CHRS, on les a dit tout à l'heure, les hommes avec chiens, bien évidemment, les familles, et également, ils ne sont pas sur site, mais les jeunes du diffus dans les appartements qui sont dans la ville. Donc je vous propose d'y aller pour voir comment ça se passe là-bas. Merci, bonjour Capucine. Bonjour. On vous suit ? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Alors Capucine, on est en face des 3 bâtiments du CHRS. Oui, c'est ça, bienvenue. Alors, on a le premier bâtiment qui se trouve au-dessus de l'accueil de jour, où on accueille les familles en insertion. Les familles, dans leur chambre, elles ont sanitaire, douche, toilette, mais elles n'ont pas de cuisine. Du coup, elles viennent faire la cuisine ici, c'est une cuisine commune. Bonjour, ça va ? Voilà, on a Madame Mohamed qui est là, bonjour. Donc voilà, là c'est la cuisine commune pour les familles en insertion. Elles viennent, il y a un planning de ménage, chaque jour, chaque famille doit faire le ménage, voilà. Est-ce que chaque famille fait sa cuisine ? Oui, chaque famille fait sa cuisine pour sa famille. On travaille avec la banque alimentaire. Coucou. On a fait un projet jardinage avec les familles et les hommes avec chiens, et comme chez les hommes avec chiens, on a quand même plein de gens qui travaillent dans le paysagisme et tout ça, ils sont super forts pour ça, donc on a des jolies coursives pleines de fleurs du côté des hommes avec chiens, c'est pas mal entretenu, c'est chouette. On peut les visiter ? On peut monter si vous voulez, ouais, y a pas de souci. En reparlant d'emploi justement, est-ce qu'ici vous avez dans le public des hommes avec animaux, avec chiens essentiellement, est-ce que vous avez des gens qui travaillent ? Oui, alors vous dites animaux effectivement parce que à la base c'est un public homme avec chiens, mais récemment on a accueilli un homme avec des lapins, donc c'est homme avec animaux à voir. Voilà, on n'accueillera pas une girafe, je pense, mais mais oui, je dirais qu'à moitié travail et souvent c'est dans de l'insertion et ça part ensuite sur du travail de droit commun. Et là, par exemple, on a un monsieur qui va sortir. Là, il a un appartement. Il va sortir dans quelques jours, quelques semaines. Ça, c'est l'exemple de la réussite. Absolument. Pour vous. Ah bah oui, c'est sûr. Effectivement, c'est un public où on aura plus de mal à le faire sortir sur de l'insertion, sur du logement, parce que il y a des problématiques liées aux addictologies, il y a des problématiques liées à la rue aussi. Quand on a été 20 ans à la rue, c'est hyper dur de se réinsérer. Ça se fait pas du jour au lendemain. Par contre, oui, ils sont pas tous en échec.
ils ont envie et ceux qui sont en échec, c'est malgré eux. Il y a vraiment des choses à travailler et s'ils sont là, c'est qu'ils ont envie, quoi. Et l'exemple que vous donnez là, il est fréquent? Ça arrive plusieurs fois par an qu'ils repartent dans un circuit de vie chez soi? Par an, non. Là, ça fait... Bah si, on a un autre homme avec chien qui est sorti l'année dernière, c'est vrai. Oui, c'est, je dirais peut-être une fois par an. Des sorties positives, parce qu'il y a aussi des sorties négatives, soit des fins de prise en charge parce que le collectif, l'hébergement, ça n'a pas marché. Soit des retours à la rue, on a eu des retours à la rue il y a 2-3 ans qui ont été par eux-mêmes, quoi. Enfin voilà, par choix, c'est ça. Vous disiez que dans les retours, il y a des retours à la rue. Alors ma question c'était, est-ce que ces gens-là, vous les revoyez un jour ou jamais? Alors on peut les recroiser à la rue par hasard, mais surtout quand les gens repartent à la rue d'eux-mêmes, on est en lien avec le SAMU social. On prévient la maison de la veille sociale, le SAMU social, les équipes mobiles qui travaillent dans la rue, pour leur dire attention, ce monsieur il est parti, on est un peu inquiet pour lui, et du coup eux se mettent en lien, s'ils le croisent pendant des maraudes ou des choses comme ça, ou par exemple avec Interface, l'équipe mobile psychiatrique, on peut travailler avec eux et leur dire si vous le voyez, et puis après on peut avoir des nouvelles, il y en a qui repassent chercher leur courrier, mais en général quand ils repartent à la rue, ils sont plus franchement dans le lien, quoi. Voilà, donc ça c'est les sanitaires des hommes avec chiens, par exemple à l'étage ils sont 8, il y a 2 douches et 2 toilettes. Voilà, donc pareil, l'entreprise qui vient faire le ménage passe régulièrement. Donc là on est dans le bâtiment homme avec chien et juste en dessous c'est nos bureaux. Donc avant d'aller visiter le bâtiment urgence, on va aller faire un petit tour dans nos bureaux, dire bonjour aux collègues et vous montrer un peu la taille des chambres par rapport à nos bureaux parce que c'est la même configuration. Voilà, c'est vraiment la même configuration, c'est les mêmes portes. Voilà, donc là c'est mon bureau que je partage avec Cyrielle qui est assistante sociale. Et donc si on ferme cette porte-là, voilà, là on est dans une chambre homme avec chien. Celles qui sont au-dessus, donc c'est la taille en fait. Voilà. Sauf que nous, je pense qu'ils perdent un peu de place avec les travaux. En fait, il y a des travaux qui ont été faits parce que tout est en bois et qu'on a des gros problèmes de punaises de lit et de cafards, mais surtout du coup les punaises de lit qui aiment bien le bois, les endroits chauds, cocons et tout. Et du coup, on a refait des travaux récemment, là, vraiment très récemment cette année-là. On a mis une espèce de plaque. C'est ça, ouais. Donc bon, ça diminue peut-être de quelques centimètres la taille de chambre, mais voilà. En gros, leur chambre, c'est ça. Ils ont un lit, une armoire, un évier, et voilà. Et il y a des bénévoles également dans l'équipe? Nous, sur l'hébergement, on a beaucoup moins de bénévoles que sur l'accueil de jour. On en a une qui vient tous les lundis soirs faire de l'aide aux devoirs. Et on a Marie-Colette qui vient tous les mercredis matins pour gérer l'infirmerie. Du coup, dans l'équipe, on a aussi Colline Lamère qui est éducatrice spécialisée et éducatrice canine qui fait un grand travail avec les hommes avec chiens, un travail vraiment primordial. Et on a Colline Bardon, donc une apprentie qui est arrivée en mars, qui est avec nous pour 2 ans et demi, une apprentie éducatrice spécialisée. 7 ou 8 personnes qui sont vraiment très spécialisées, sociales, santé. Oui, en fait, on distingue pas trop ici éducateur spécialisé ou assistante sociale. Non, je précise parce que du coup, dans une autre structure, dans du médico-social, par exemple un institut médico-éducatif, un éduc va être vraiment sur le terrain, une assistante sociale va être dans le bureau à gérer les papiers avec les familles, etc. Ici, au CHRS, on fait vraiment tous le même travail. On est dans l'accompagnement social, on est aussi dans le faire vivre le lieu. Moi, je suis éducatrice, du coup, les démarches, je les fais, ça me convient, je suis là pour ça, mais moi j'aime bien aussi beaucoup le côté animation, le côté faire vivre le lieu, le côté faire des projets, et c'est ce qui m'anime aussi, quoi. C'est ce qui fait que si j'étais tout le temps dans le bureau, j'aimerais pas non plus trop, enfin c'est pas ce pourquoi je suis éducatrice, quoi. Et là, Capucine, on a un petit bureau, là, c'est quoi? Alors le petit bureau, c'est spécialement pour vous cet après-midi. Non, je rigole. Non, c'est pour les enfants, parce que quand les mamans viennent en entretien, parfois les mamans ou les papas, pardon, ou les parents, les deux, enfin il est inévitable que les enfants soient là, et donc du coup on essaye de leur faire un petit lieu pour que ce soit aussi sympa pour eux, pas trop dans l'attente, pas trop de longuet. Du coup voilà, ils ont des petits jeux. Donc là on est dans le bureau d'entretien, ils ont des petits jeux, mais dans notre bureau c'est pareil, on essaye toujours d'avoir des petits jeux ou même des petits bonbons, des petites sucettes si on a, voilà. Non mais c'est plus sympa pour les enfants parce que parfois un rendez-vous peut durer 1 heure, c'est hyper long et c'est compliqué pour eux aussi, quoi. Et les enfants, vous en avez combien en ce moment? Ah ouais, non, j'ai jamais compté combien on avait d'enfants, mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 11, et là-bas 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 avec les grands.
Alors ils sont tous scolarisés. En fait, quand les familles arrivent, s'ils sont scolarisés dans un autre arrondissement, on les scolarise au plus près rapidement. Après, il y a des familles, par exemple, qui étaient à Villeurbanne avant, qui ont un très bon lien avec l'école, avec la directrice, avec les professeurs, et qui souhaitent ne pas changer d'école. Ça, c'est ok avec eux. S'ils sont autonomes, si ça leur prend pas trop de temps, c'est pas trop compliqué d'emmener les enfants à Villeurbanne, tout ça. C'est vraiment, ça fait partie de la globalité du projet qui est travaillé. C'est-à-dire que si on sent que c'est une famille qui est en difficulté, qui arrive pas à arriver à l'heure, qui arrive pas, on va se dire non, ok, alors là, l'école, elle est à 2 minutes à pied. On a la chance d'avoir une école à 2 minutes avec qui on travaille bien, avec une directrice qui est disponible. Enfin, vraiment, il y a un bon lien. Et du coup, voilà. En général, quand les familles arrivent, on travaille ça avec eux, de pouvoir changer rapidement d'école. Et en plus, il y a une deuxième chose, c'est qu'ils sont domiciliés ici. Donc quand ils arrivent, on leur fait une domiciliation, une attestation d'hébergement. Et donc la domiciliation au CCAS de l'arrondissement où ils étaient va s'arrêter. Par conséquent, ils pourront plus les inscrire dans l'école l'année d'après. Enfin voilà. Donc, mais on essaye de le faire rapidement et en général ils sont ok parce que ça leur facilite la vie aussi. Mais voilà, par exemple là on a une famille qui est arrivée il y a un mois. Les filles sont scolarisées dans le 2e. Et ils sont très bien dans le 2e et ça leur va très bien, ils souhaitent pas changer, il y a un bon lien avec l'école et c'est ok. Enfin voilà, nous on n'est pas là pour les obliger non plus, le principal c'est que les enfants soient scolarisés dans de bonnes conditions, que ça se passe bien et voilà. Quel type d'activité pour les enfants ici ? Alors, on a fait un peu de tout, mais du coup, ce que je voulais préciser suite à votre question de tout à l'heure, c'est que la semaine, on n'a pas forcément le temps de faire des activités, parce que la semaine, les administrations sont ouvertes, on est vachement plus dans l'accompagnement administratif, tout ça. Donc là où on prend le plus le temps de faire des activités, c'est le soir, parce nous, on est sur un roulement où on finit à 22h le soir. Donc vraiment de 19h à 22h, sauf si on a souvent des entretiens qui finissent même à 20h, mais voilà, si on a un peu de temps, on essaie de prendre du temps avec les familles, avec les enfants, c'est des moments vraiment... En fait, c'est de l'informel, on va dans les cuisines avec eux, prendre un thé, même chez eux, ils nous invitent chez eux boire le café ou manger un morceau de gâteau, enfin peu importe, discuter tout simplement. En fait, c'est des moments le soir et le week-end, et du coup, le week-end, on est 100% aussi avec eux, et on fait de tout. Bah là, du coup, depuis 2 ans, on fait un projet jardinage où on a installé toutes les balconnières. Alors ça, c'est les enfants qui ont quasi tout fait avec les familles, en fait. Ils ont installé les jardinières, nous sommes allés choisir les fleurs, acheter les fleurs, planter, ils ont appris tout ça. Enfin, c'était vraiment un beau projet, c'était chouette. D'ailleurs, c'est eux qui s'en occupent, quoi. Je sais pas, l'été, on va beaucoup à la piscine, on fait des projets, on fait de la cuisine, on fait de la peinture. On a une belle salle d'animation où on peut faire plein de choses avec les enfants, côté manuel. On va au théâtre, on a un partenariat avec le Théâtre National Populaire de Villeurbanne aussi. Donc on va au théâtre, et le week-end, il y a des choses spéciales pour les enfants, des spectacles spéciaux pour les enfants. On travaille aussi avec les MJC. Quand on est allé aux 60 ans de la MJC, on avait des jeunes qui dansaient, donc qui sont inscrites à la Zumba à la MJC, donc des 4 vents, parce que nous, les 4 vents, c'est plus près que Mon Plaisir, mais bon, ils travaillent ensemble dans tous les cas. Et donc ils sont allés, il y avait des représentations, et donc on a des filles d'ici qui dansaient là-bas, donc on est allé les voir avec les autres familles, les autres enfants. Ça a donné aux autres enfants envie de faire de la danse, donc là j'attends la rentrée avec impatience pour voir avec Benoît de la MJC des 4 vents, pour les inscrire, pour faire aussi un partenariat, voir si on peut avoir des prix intéressants, tout ça. L'idée, c'est quand même de les inscrire aussi dans le quartier. Et là, par exemple, on a franchement 90% des familles qui ont inscrit leurs enfants au centre social des États-Unis et à la MJC pour les vacances. C'est-à-dire, on a très peu d'enfants qui restent là pendant les vacances, quoi. Ils sont tous bien occupés et ça, c'est vraiment top, quoi. Donc ici, on rentre où alors ? On rentre dans notre salle de réunion. Salle de réunion qui fait aussi salle de repas. On est très nombreux en réunion, donc elle est assez grande. On fait des réunions d'équipe tous les mercredis de 14h à 16h30, 17h30. Voilà, ça dépend. Donc on fait réunion avec tout le monde. Donc il y a toute l'équipe de travailleurs sociaux. Il y a aussi les agents d'accueil qui viennent. Et on fait aussi des réunions avec Interface SDF qui viennent une fois tous les mois et demi faire réunion avec nous. Et on a aussi de l'analyse de la pratique ici, tous les mois. L'analyse de la pratique professionnelle, qu'on a une psychologue extérieure qui vient. Donc ça se fait sans le chef de service. C'est que l'équipe et c'est pour venir parler de situations qui nous ont mis en difficulté, venir un peu, on pourrait dire, déblayer de certaines situations qui peuvent vraiment nous mettre en difficulté avec des résidents. Ça peut être aussi parfois des situations d'équipe. Ça peut être vraiment de tout ordre. En fait, la parole est libre pendant l'analyse des pratiques. Il y a simplement des règles de respect, de s'écouter, voilà. Mais c'est un lieu hyper important pour pouvoir un peu prendre du recul sur notre pratique, venir en discuter en équipe avec une personne extérieure. Voilà, pour moi, c'est vraiment c'est indispensable, quoi. Une fois, j'ai trouvé un cabot, moitié fox et moitié caniche. Bien qu'il soit sûrement un des riches, il a reniflé mes godillots. J'étais le long de la Seine, à Saint-Denis. Le soleil tapait dans les feuillages. C'était un vrai temps à mariage. Il m'a suivi.
J'ai d'abord foutu des cailloux. J'avais pas besoin de bouche inutile, la tartine est trop difficile à trouver. Et moi, je suis pas fou, j'allais pas me mettre à lui donner le peu qu'il y avait dans ma musette. Mais t'étais juste bête. Je partageais. Puis on est partis tous les deux. J'ai apprécié sa compagnie. J'étais tout le temps seul dans la vie. Je me suis senti moins cafardeux. Le soir, il venait s'entortiller près de moi. J'étais dans ma toile content d'avoir sous les étoiles une amitié. Alors Capucine, là on va passer dans un autre bâtiment. Oui, alors là déjà on est devant l'accueil. Les familles, quand elles veulent prendre un rendez-vous chez les travailleurs sociaux ou quoi, passent déjà à l'accueil et l'accueil nous appelle et ensuite on voit. Donc là on va passer du côté famille urgence. Ah non, je vais vous montrer la salle d'animation d'abord. Donc là, on arrive dans la salle d'animation et voilà, là, en fait l'idée, on est en train un peu de la réaménager cette salle parce que l'idée ce serait de mettre un rideau là et de faire un petit coin vraiment petite enfance et là un petit coin vraiment ado. Voilà, on a déjà une petite bibliothèque, on a des jeux de société, on a du matos pour faire de l'art plastique. Ça c'est un projet graphe qui a été fait avec Benjamin, un éducateur qui a travaillé là l'année dernière qui faisait du graphe et du coup il a fait ça avec les enfants. Donc il a écrit Maison Rodolphe et c'est super beau et les enfants étaient hyper contents de faire ce projet, c'était vraiment top. Voilà, donc cette salle est en mouvement constant, on essaye de la réaménager. En tout cas, elle est bien utilisée régulièrement par les parents qui viennent avec les petits pour utiliser le lieu et voilà, avoir cet espace-là, parce que chez eux c'est petit. Ouais, chez eux c'est petit, il n'y a pas forcément trop de place pour avoir beaucoup de jouets et tout ça, donc c'est vraiment un lieu qui est utilisé, c'est top. Et puis les ados, en fait, l'idée c'est que les enfants puissent pas venir utiliser cette salle tout seuls parce que ça peut être vite le bazar, mais du coup à partir de 9-10 ans, ils peuvent venir quand même squatter entre eux ici, discuter, faire des jeux et tout, mais en général voilà, on essaye d'être avec eux aussi et voilà, cette petite salle est vraiment superbe. Ici donc c'est l'accueil, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ici c'est l'accueil, c'est un peu le point central de la Maison Rodolphe quand même parce que tout le monde passe par ici. Du coup on a Ulrich qui est agent d'accueil. Bonjour Ulrich. Bonjour. Voilà. Et du coup, derrière l'accueil, on a toutes les boîtes aux lettres pour du coup les familles, les jeunes diffus, famille insertion, famille urgence, hommes avec chiens. Et donc les gens reçoivent leur courrier ici au 105 rue Villon et les agents d'accueil redistribuent le courrier et les gens viennent une fois par semaine, plus, moins, ça dépend, chercher leur courrier. En tout cas, ils savent que ici, voilà, c'est en sécurité, personne ne peut y toucher. Donc là, on va visiter la cuisine et la salle à manger des familles dites urgence. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi on dit urgence et insertion parce qu'on n'a pas trop parlé de cette différence-là. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc là, on est dans la salle à manger des familles urgences. Donc voilà, c'est un espace où ils peuvent manger. Concrètement, ils y mangent jamais parce que, c'est normal. Ils préfèrent être en famille dans leur chambre, en fait. Ils ont des casiers pour stocker. Pareil du côté d'insertion, mais je vous ai pas montré, pour stocker leurs aliments, leurs couverts et tout. Et là, c'est leur cuisine. Voilà, globalement comme le côté insertion, avec pareil un planning de ménage, etc. Et donc maintenant on va monter à l'étage. Donc là il y a 2 étages pour les familles urgences. Il y a même le rez-de-chaussée avec des chambres PMR. Et je vais pouvoir vous montrer une chambre parce qu'il y en a une qui est vide. Il y a la buanderie qui est là. Donc pareil, je vous ai pas dit tout à l'heure, mais il y a une buanderie pour chaque bâtiment, pour le bâtiment urgence, insertion et homme avec chien. Du coup là, on est dans la buanderie des familles accueillies en urgence. Écoute, rien d'exceptionnel, des machines à laver, des sèche-linges. Et donc il y a un planning pour s'inscrire. Ils s'inscrivent sur une demi-journée. Oui, c'est gratuit. Là, on arrive dans une chambre vide du bâtiment insertion. Donc voilà un peu comment sont faites les chambres, elles sont coupées en 2, donc si c'est une composition familiale petite, type un parent avec un enfant ou un couple avec un enfant, il n'y aura qu'une partie et la porte sera fermée. Et donc si c'est une plus grande composition familiale, il y aura les 2 parties. Donc là les travaux ont été faits, donc c'est plus rien n'est en bois, c'est tout en placo. Voilà dans notre lutte contre les punaises de lit. Et combien de familles hébergées ici sur ce bâtiment par exemple ? Là actuellement on a 7 familles hébergées ici. Alors là on arrive au jardin, c'est ça ? Oui, donc là je vous emmène faire un petit tour dans le jardin parce qu'on a quand même la chance d'être en pleine ville et d'avoir un superbe jardin. C'est vraiment privilégié pour les enfants et pour les familles, pour les hommes avec chiens aussi, pour tout le monde quoi. Donc là c'est notre jardin entouré de beaux bambous, habité par une surpopulation de chats, parce qu'on a vraiment des chats. Et donc on a plein de bacs pour faire pousser des légumes, on a récupéré une pergola, on est en train de construire des espèces de fauteuils en palette. Bon voilà, c'est un lieu qui a besoin d'être aménagé. Dans l'idée on aimerait bien
avoir des pergolas, installer des tables et des chaises pour les familles. On est en train de travailler ça pour que ce soit quand même plus, voilà, un peu comme l'espace des hommes avec chiens, quoi, plus sympa, plus cosy et que les gens puissent vraiment parce que c'est quand même en plein soleil et que du coup les familles ont du mal à venir ici forcément. Les familles doivent peu le fréquenter pour l'instant. Bah c'est surtout le soir elles viennent, mais voilà, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de table, enfin voilà, on a vraiment besoin d'investir ce lieu, quoi. Mais c'est en projet. Ça aurait dû être fait pour cet été, mais ce sera pour la fin de l'été ou pour l'été prochain. On attend la commande des tables et des pergolas, voilà. Mais en tout cas c'est vraiment un beau lieu. Voilà, ce week-end on a fait un barbecue ici avec les hommes avec chiens, les jeunes diffus, on a joué à la pétanque. Voilà, c'est un lieu qui permet ça aussi, quoi. Vous cultivez quoi? On a des tomates, on a de la coriandre, on a des herbes, et en fait le problème c'est que le tuyau d'arrivée d'eau est à l'autre bout et que du coup les familles en ont un peu marre et j'ai l'impression qu'elles arrosent plus beaucoup. On a des poivrons, regardez, des tomates, on a des poivrons, voilà, on a un peu de tout, on en a quelques-uns un peu en friche. Là on a de la menthe, bon voilà, c'est un petit peu sec, mais on attend d'avoir un tuyau qui soit installé à côté là pour vraiment faire un vrai truc, parce que là c'est compliqué pour les gens de venir à l'autre bout arroser, enfin voilà. En fait tout à l'heure on parlait des activités avec les enfants, mais on fait pas des activités qu'avec les enfants aussi, on fait des activités aussi avec les autres publics, avec les hommes avec chiens par exemple. On est parti sur le chemin de Compostelle au mois de juin. C'était que 2 jours, mais c'est quand même déjà hyper bien de pouvoir faire un projet sur 2 jours avec ce public qui est quand même peu présent. Au mois d'août, normalement, on doit partir faire une journée canoë avec eux, avec les jeunes diffus. L'année dernière, on avait fait de l'acrobranche. Enfin voilà, on fait pas des activités que avec les enfants. On essaye d'en faire vraiment avec tous les publics et de pouvoir, permettre à tous les publics. Ça a vraiment un intérêt déjà de se lier entre eux, aussi de partager avec les travailleurs sociaux d'être dans un autre contexte, et puis aussi de leur montrer qu'il y a des activités qui sont accessibles pas loin, à Lyon, autour de Lyon, qui peuvent se faire, et voilà. Capucine, tout à l'heure on a parlé des jeunes diffus, ça veut dire quoi? Oui, c'est les jeunes qui sont accompagnés dans des appartements et pas au sein de la structure, qui sont accompagnés dans des appartements en ville, rue Cazeneuve et rue Chalopin et rue de l'Épargne. Je vais donner le relais à ma collègue Sarah, qui est référente des jeunes diffus. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors ils sont où d'abord ces jeunes diffus? Ils sont répartis, comme vient de le dire ma collègue, à différentes adresses. Donc on a des jeunes qui sont hébergés au 14 rue Paul Cazeneuve. On a également des jeunes qui sont hébergés au 27 et au 47 de la rue Chalopin. Également au 24 rue d'Anvers. Et enfin 2 appartements dans 2 studios sur la rue d'Épargne, à Lyon 8e. Et pourquoi ils sont à part? Alors pourquoi? Moi ça fait pas extrêmement longtemps que je suis dans la structure. Quand je suis arrivée, ils étaient déjà en diffus, ces jeunes. Et je pense que ça a été fait parce qu'il y a quand même une grande hétérogénéité du public là sur le site. Et du coup, le dispositif a été créé un petit peu. Je connais pas tous les antécédents historiques, mais je sais que c'est les jeunes qui ont été placés en diffus pour séparer un petit peu les publics. Donc en fait, il y a combien de temps que vous les suivez ou accompagnez justement? Vous allez nous dire un petit peu comment vous fonctionnez avec eux? Alors, donc moi, je les accompagne depuis la fin du mois d'octobre 2021. C'est là que j'ai pris mon poste au sein de la maison de Rodolphe. C'est de l'accompagnement social global. Donc ça comprend vraiment un peu de tout. C'est beaucoup d'éducatif. Donc la question de l'habiter, du logement, étant donné qu'en plus ils sont en diffus. Donc ils ont leur propre studio individuel. Et pour certains qui n'ont jamais habité ou c'est la première fois qu'ils sont en studio seul. Donc c'est beaucoup d'éducatif, comment faire le ménage, comment faire tourner une machine, vraiment des choses un petit peu, les repas, la question des repas, de l'hygiène. Et ensuite sur le côté social, c'est beaucoup d'administratif, on va dire la base, un CAF, la sécurité sociale, comment déclarer ses impôts, sur la question de l'insertion, l'emploi, le lien avec Pôle emploi, avec les missions locales. En fonction des âges, c'est des jeunes qui ont entre 18 et 28 ans. Et donc voilà, il y a la question de l'emploi et enfin la question qui est quand même centrale, parce qu'ils sont en centre d'hébergement et que la finalité c'est quand même d'accéder au logement autonome, donc l'accompagnement vers le logement, qui se fait par plein de biais différents et notamment un dispositif de surpriorisation logement social qui est le dispositif des ASIA. Et ce sont des jeunes qui travaillent, qui sont étudiants, qui sont en recherche d'emploi, ils ont tous le même profil ou pas? Pas du tout, c'est vraiment des jeunes avec des profils assez différents. On a des personnes qui étaient à la rue et qui arrivent en hébergement, qui sont en rupture familiale. Il y a des personnes aussi qui ont eu un parcours de migration, donc qui ont des statuts de protection internationale ou des titres de séjour de salariés. On n'a pas de personnes étudiantes, on n'a pas de jeunes étudiants. C'est souvent des personnes qui sortent aussi des parcours d'aide sociale à l'enfance. Donc c'est vraiment des profils assez différents. Quelques-uns travaillent, d'autres ne travaillent pas et bénéficient des minima sociaux.
Mais la majorité, on va dire, ont des problématiques de santé qui sont assez importantes, que ce soit des problématiques psy ou au niveau de que ce soit santé mentale, santé physique. Ça, c'est pour une grande partie quand même du public qui est accompagné. Après, il y a aussi la question des consommations, des addictions qui entrent en jeu aussi, mais c'est assez différent. Vraiment, c'est un public assez différent. Et donc, vous êtes leur référente, si j'ai bien compris. Donc, ça veut dire que vous intervenez à tous les niveaux qu'on vient d'évoquer, autant au niveau social que emploi, que santé, que... Avant, les publics étaient accompagnés. C'est un site qui est hétérogène avec des publics, des familles, des hommes avec des animaux, des chiens, et les jeunes avant. Et du coup, quand je suis arrivée, l'idée, c'était vraiment d'essayer de séparer un petit peu pour avoir vraiment quelqu'un qui chapeaute le dispositif Jeunes en Diffus, qui connaît bien les jeunes, qui connaît bien le dispositif, et essayer d'avoir vraiment une personne référence. Donc, je suis arrivée un peu dans ce cadre-là. Donc, aujourd'hui, oui, je suis la référente, on va dire, principale du dispositif Jeunes Diffus. Après, on travaille toujours en co-référence, ce qu'on peut appeler des co-références sommeil. Si je suis pas là, si je suis en arrêt, j'ai toujours une autre collègue qui est aussi référente du jeune, que je mets toujours en copie des mails. Voilà. Quand je suis pas là, ils ont toujours un interlocuteur avec qui discuter. Et sinon, comment ça se passe de manière globale ? C'est pas simple tous les jours. C'est pas simple tous les jours parce que c'est vrai que c'est des accompagnements qui demandent énormément de temps pour chaque jeune accompagné. Et étant donné qu'ils sont en diffus, donc je n'ai pas la facilité de monter un étage et d'aller toquer chez les jeunes. Donc c'est beaucoup de mobilisation, beaucoup de vadrouille. Parfois, je passe les journées à l'extérieur. Je n'ai pas le temps de me poser. C'est vraiment de la proximité, là, mais qui ne doit pas être facile à gérer au quotidien, j'imagine. Alors, pas facile à gérer, ça dépend. Ça dépend beaucoup. Ouais, je dirais que ça dépend. J'en ferai pas une généralité. C'est vraiment, après, il faut essayer de trouver comment aborder les choses avec chacun. Parce que c'est vrai qu'on peut pas dire les jeunes en diffus. C'est vraiment chaque jeune a sa personnalité, sa manière de fonctionner, d'habiter dans le logement. Et c'est vrai qu'en arrivant, j'essaye un petit peu de trouver le filon, comment les approcher en fonction de leur centre d'intérêt parfois. Et je pense aussi que le fait qu'il y ait quelqu'un qui chapeaute le dispositif et qui soit référencé comme tel au sein de l'équipe, ça fait du bien aussi aux jeunes de pas avoir plein d'interlocuteurs et trop d'interlocuteurs. Je pense que c'est que ça peut leur faire du bien aussi d'avoir une personne référente. Ils savent que s'ils appellent sur le portable, c'est moi qui réponds directement. Il n'y a pas forcément besoin de passer par l'accueil, d'avoir d'autres collègues au téléphone. Ça peut être parfois facilitant. Et c'est aussi très bien d'avoir des co-références quand il y a besoin de tiers dans l'accompagnement, parce que oui, c'est pas facile tous les jours, ça c'est sûr. Je pense que de temps en temps, vous devez vous retrouver au cœur d'embrouilles, non ? Surtout, si j'ai bien compris, là vous êtes dans le quartier de la Guillotière, c'est quand même un quartier très animé. J'imagine, racontez-nous peut-être une ou deux anecdotes dans lesquelles vous vous êtes retrouvés un peu mal à l'aise, on va dire. Moi, depuis que je suis arrivée, les problématiques qu'il y a souvent, c'est les problématiques de vol, notamment. C'est vrai qu'on a le bâtiment, par exemple, qui est sur la rue Chalopin, où la porte d'entrée est souvent cassée. Et on a des jeunes qui ont des vélos, des choses comme ça, qui sont souvent, du coup, volés. Donc, c'est des problématiques récurrentes auxquelles on fait face. Sinon, là, tout récemment, là, je suis sur une situation, par exemple, d'un jeune qui s'est fait agresser à plusieurs reprises devant le bâtiment. Donc, après, c'est intervention des forces de l'ordre, des pompiers s'il y a besoin, accompagnement pour porter plainte. Et du coup, parfois, on est dans des choses comme ça qui sont très énergivores et qui prennent beaucoup de temps, mais c'est des choses qu'il faut faire. Il y a besoin d'accompagner aussi les jeunes sur ces choses-là et aussi leur expliquer qu'ils ne peuvent pas tout régler eux-mêmes. L'intervention des forces de l'ordre, faut appeler la police quand ça ne va pas, même si parfois ils ne se rendent pas forcément compte de l'importance que c'est d'appeler la police ou d'aller porter plainte, par exemple. Ce n'est pas forcément logique pour tous les jeunes. C'est vraiment de l'accompagnement, là. Là, c'est vraiment de l'accompagnement. Il faut tout faire avec eux, sinon appeler la police, aller porter plainte, des choses comme ça. C'est vrai que sur les jeunes que j'accompagne, à chaque fois qu'il a fallu le faire, il fallait que je le fasse avec eux, toujours, avec. Ils vous font confiance à 100% ou ils sont toujours un petit peu réticents sur ce qui va se passer ensuite ? Quand je fais les choses avec eux, c'est toujours avec eux, je vais pas le faire à leur place. Donc à partir de là, je leur dis, de mon regard à moi, c'est important que tu ailles porter plainte par rapport à ce qui s'est passé, parce qu'il faut qu'il se passe des choses derrière. Il y a des personnes qui t'ont agressé, il faut qu'elles soient condamnées, il faut qu'il y ait quelque chose. Après, c'est à toi de faire la démarche si tu as besoin, je t'accompagne et je suis là pour. On dit dispositif Jeunes Diffus, mais c'est quand même des hommes qui ont entre 18 et 28 ans, donc qui sont majeurs et voilà. Et est-ce qu'à l'inverse, ça aussi c'est le côté un peu anecdotique, mais qu'il est intéressant de savoir, est-ce que vous vous êtes retrouvés dans des situations où ce sont eux qui, par exemple, ont été interpellés par les forces de l'ordre ? Quel est votre rôle dans ce cas-là ? Oui, ça c'est déjà arrivé. Et mon rôle dans ce cas-là, il faut déjà que je sois informée de ça, ce qui est déjà une étape. Et ensuite, quand j'ai l'information, j'essaie tout simplement de faire le lien avec le commissariat pour savoir ce qui s'est passé, ce qu'il en est, quand est-ce que la personne va réintégrer l'hébergement, si elle le réintègre. Quand c'est dans ce sens-là, c'est simplement savoir ce qui s'est passé et essayer d'enclencher derrière les démarches, réintégrer l'hébergement ou non. Et souvent, c'est faire le lien aussi avec le jeune, savoir comment il va par rapport à ce qui s'est passé. Et ensuite, voir avec lui qu'est-ce qu'il envisage par la suite. Pour conclure ce podcast, nous retrouvons Laurent.
En guise de conclusion, est-ce qu'on peut parler peut-être des projets pour ici cet établissement, à la fois le CHRS et l'accueil de jour? Tout à fait. Alors pour ce qui concerne l'accueil de jour, le prochain projet qui va nous animer, c'est comment équiper cet endroit pour pouvoir accueillir, comme la maison de Rodolphe initialement, il y avait la question de l'accueil des hommes avec chiens pour la partie CHRS, qui était à moi quelque chose d'important pour Monsieur Mérieux, le fondateur, et bien de pouvoir l'étendre à l'accueil de jour et de réfléchir à comment dans notre règlement, comment dans nos infrastructures, comment dans nos modalités d'accueil, on pourrait sur l'accueil de jour également devenir un lieu repéré pour pouvoir permettre à des personnes qui ont des animaux mais qui n'ont pas encore nécessairement de logement, de pouvoir quand même être accueillis de manière correcte pour eux et leurs animaux. Ça veut dire construire un chenil, ça veut dire faire des permanences étendues comme on le fait sur le CHRS pour tous les partenaires qui nous accompagnent dans l'accueil des personnes avec chiens. Et puis je dis bien personnes avec chiens puisque du coup il s'agirait non pas de faire de l'accueil des hommes avec chiens mais bel et bien des personnes, couples, femmes, hommes qui auraient besoin de venir à l'accueil du jour et qui aujourd'hui ne peuvent pas venir à l'accueil du jour parce qu'on n'est pas malheureusement équipé correctement pour le faire. Donc c'est le prochain projet qui va nous animer pour 2022-2023 sur l'accueil du jour. Et pour le CHRS ? Et pour le CHRS, ce serait vraiment de pouvoir consolider les partenariats, le bénévolat autour d'actions pour les familles, les enfants, notamment pour les enfants autour d'actions, autour de l'aide aux devoirs, autour des loisirs, de vraiment être un petit peu plus outillés et accompagnés sur ces questions-là. Par ailleurs, également de pouvoir continuer les différents projets de séjour qui ont été proposés pour les hommes avec chiens. Ça a été initié cette année, voilà, de pouvoir le pérenniser, de faire en sorte qu'ils soient plus nombreux à participer. Puis enfin, le gros chantier qui nous attend pour la partie de l'accompagnement des jeunes sur le diffus, ça va être la démolition prochaine d'un de nos sites, rue Chalopin, qui du coup va nous imposer d'avoir de nouveaux logements à capter et donc peut-être un nouveau dispositif et de nouvelles manières d'accompagner les jeunes du diffus sur le CHRS. Voilà, les projets manquent pas pour la maison de Rodolphe. Merci Laurent de nous avoir accueillis en tout cas. Merci à Lyon Demain de s'intéresser à la maison de Rodolphe, à tous ses acteurs, évidemment les passagers, les bénévoles bien sûr du foyer et tous les professionnels qui participent à la bonne réalisation de la mission qui est la nôtre. Merci de votre intérêt et bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup, merci Brigitte. Merci beaucoup, merci Gérald. Manu.